Bonjour les amis. Toujours plus d'austérité, de chômage, de précarité, d'attaques contre nos droits sociaux et professionnels. Et cela, pour quelques profiteurs de l'industrie et de la finance, qui ne représentent, avec leurs sbires médiatiques et politiques, qu'un millième de la population. Nous savons qu'économiquement, nous allons droit dans le mur. Tous les économistes sensés tirent la sonnette d'alarme, même les plus libéraux. Intérieurement, nous avons conscience que tout cela va mal finir. Et nous ne savons que faire. Aucune des propositions politiques semble pouvoir répondre à nos inquiétudes. Et pourtant, une solution simple est envisageable. Peut-être est-ce d'ailleurs la seule option politique que nous devons ne pas manquer pour éviter le pire et écarter à tout jamais l'oppression des profiteurs et l'avenir catastrophique qu'ils nous promettent. Car l'opposition au projet de loi El Khomri, aussi légitime qu'elle soit, n'est que circonstancielle. Ce n'est pas une fin en soi. Les attaques de ce 1 millième de nuisibles contre nos conditions de travail et de vie ne cesseront pas là, tant qu'il n'y aura pas un véritable contre-pouvoir des citoyens pour s'opposer à leur plutocratie. Songez que la grosse industrie et la finance détiennent toujours une carte maîtresse pour démultiplier leurs profits et nous mettre à genoux. Cela s'appelle la guerre généralisée. Jamais les banques ne s'enrichissent autant que lors des conflits mondiaux où elles s'entendent avec tous les belligérants qui ont besoin de fonds pour se militariser et se reconstruire après-guerre. En outre, une guerre est l'occasion pour les financiers d'effacer leur ardoise, de s'éviter les conséquences de leur propre malversation spéculative. Les subprimes qui ont perduré après 2008, la titrisation de la dette des étudiants américains et celle des emprunts pour l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste aux États-Unis, le shadow banking, le scandale Libor et de l'Euribor, etc. De même manière, un état de guerre est très profitable aux industriels qui profitent d'une masse de travailleurs négligeant leurs intérêts sociaux, absorbés qu'ils sont par le conflit mondial, travailleurs qui redoublent d'efforts sans contrepartie au nom de l'effort de guerre patriotique. Aujourd'hui, cette éventualité semble la seule plausible puisque les experts économiques affirment que la politique d'austérité qui nous est imposée est une absurdité qui ne peut que détruire à terme notre économie s'il n'y a aucun plan de redressement drastique après. Et la guerre, s'armer, pour détruire et reconstruire, est un projet de relance de l'économie efficace, terriblement efficace. C'est pourquoi les médias de propagande de l'industrie et de la finance génèrent et entretiennent tant de russophobie et la haine des pays musulmans, c'est pour nous préparer au pire en jouant sur des craintes artificielles. Il apparaît que le seul moyen de lutter efficacement contre toutes les attaques socio-professionnelles actuelles, les suivantes, et le risque ultime d'un conflit mondial, est d'imposer un contre-pouvoir citoyen face à la plutocratie du 1 millième de profiteurs de la misère humaine que sont les industriels et les financiers, les propriétaires des médias et corrupteurs de nos politiciens. Si la solution du contre-pouvoir citoyen est si évidente, pourquoi n'a-t-elle jamais été appliquée alors ? Car dans un régime représentatif, les populations sont prises en tenaille entre deux options politiques. Soit celle de la merdocratie représentative, où ils abandonnent à des politiciens corrompus tout pouvoir sur leur vie, comme des moutons, soit celle de révolutionnaires qui projettent de tout casser pour tout reconstruire, perspective à la finalité hasardeuse, qui soulève même le risque d'en passer par une guerre civile. Et confronté à ces deux options, le peuple se résigne et préfère toujours rentrer à la bergerie de la merdocratie représentative. Une autre option s'impose alors pour cesser d'être des moutons menés à l'abattoir par les uns et pour éviter l'aventure d'une révolution prônée par les autres. S'approprier un légitime pouvoir décisionnel par l'application de la votation permanente locale et législative. Ainsi, nous ne nous soumettrons plus jamais au bon vouloir de quelques décideurs corrompus, car nous, les citoyens, nous devenons nous-mêmes les décideurs ultimes de tout choix de société, ce qui est en quelque sorte la révolution permanente, sans heurts ni violence, car elle se passe dans les urnes. Malheureusement, un grand nombre de citoyens n'est pas prêt à l'extinction de la plutocratie. Celle-ci fait partie de leur environnement depuis toujours, et certains ne conçoivent pas encore l'étendue de sa nocivité. Il nous faut alors procéder autrement. Il nous faut établir un projet unitaire de contre-pouvoir citoyen qui interpelle même les individus les plus frileux et conservateurs pour enfin affaiblir la toute-puissance de l'industrie et de la finance sur nos politiques. Pour comprendre comment agir, je vous invite à faire un effort d'imagination. Actuellement, vous admettrez que dans les sociétés occidentales, nous évoluons dans un environnement relativement raisonnable. En effet, la journée, nous quittons notre domicile avec une certaine sérénité. Maintenant, imaginez que nos législateurs suppriment du Code civil le délit de vol. Chacun prend ce qu'il veut, où il veut, sur qui il veut. Ce n'est plus interdit, ce n'est plus l'affaire de la police. Poussons même l'imagination jusqu'à projeter qu'en plus est aboli le crime de viol. Chacun fait ce qu'il veut, avec qui il veut, même de manière contrainte. Il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de criminels, ce n'est plus puni par la loi.
Sentez-vous le stress monter en vous? Imaginez-vous comment la situation va vite devenir intenable? Cela démontre que nous sommes des personnes raisonnables et que les lois permettent de structurer nos comportements et nous enjoignent à rester des gens bien. Outre le cas de quelques délinquants criminels, notre structure législative évite que nous devenions tous cons et que la société parte en cagade. Structure législative concernant le vol et le viol qui ne pèse en rien sur nos libertés individuelles quotidiennes quand nous agissons avec conscience et morale. Cet effort d'imagination nous amène à considérer que toutes les exactions commises par ce 1/1000 de parasites dégénérés de la finance et de l'industrie, avec l'appui de leurs sbires politiques et médiatiques, ne résultent que de l'absence d'un sérieux encadrement législatif. Malheureusement, dans un régime représentatif comme le nôtre, les citoyens abandonnent à ce 1/1000 le pouvoir de définir les lois, ce qu'ils ne feront jamais à leur encontre, d'où la permissivité dont ils jouissent. Et pourtant, tous les jours, des témoignages affluent d'employés de la finance qui dénoncent la pression qui est exercée sur eux afin d'écouler auprès des clients de leur banque des produits financiers toxiques. Des entrepreneurs qui regrettent de devoir licencier sous la pression de banques ou d'actionnaires financiers. D'hommes et de femmes politiques qui sont blessés d'être mal considérés pour quelques brebis galeuses appartenant à leur sérail. Des journalistes et des lanceurs d'alerte qui dénoncent leur persécution professionnelle pour avoir révélé des vérités sur les exactions de l'industrie ou de la finance, etc. Nous rendrons à tous ces honnêtes travailleurs un grand service si nous détenions le pouvoir démocratique de structurer leur profession pour qu'elles répondent enfin aux valeurs républicaines de tous et à la morale humaine. Nul besoin de tout casser, il faut un encadrement législatif sérieux de tous ces domaines. Le Code du travail qui défend les travailleurs doit au contraire s'amplifier. Nous, citoyens, devons établir nous-mêmes un code de la finance restrictif, un code politique strict, un code médiatique exigeant. Mais comme il ne faut rien attendre des politiciens corrompus, ni des journalistes en place, dont la fonction est de défendre les intérêts de l'industrie et de la finance, dont ils sont les employés, nous devons nous approprier le pouvoir d'intervenir dans le processus décisionnel législatif. La votation permanente locale et législative répond à cette attente, à ce besoin vital. Rappelons-nous notre objectif, nous les citoyens. Il n'a jamais été d'être riche et tout-puissant. Il est de pouvoir jouir d'une vie simple, d'avoir l'esprit tranquille, de s'épanouir entouré de ceux que nous aimons, de vivre honorablement du fruit de notre travail, construire progressivement notre avenir, devenir propriétaire d'un toit protecteur, faire des enfants, qu'ils grandissent dans un environnement stable et paisible, qu'ils reçoivent une bonne instruction et qu'à leur tour ils puissent vivre honorablement de leur travail, se marier, réaliser leur vie et faire de charmants petits-enfants. Ce scénario exclut la précarité, l'austérité et la misère. Cette légitime propension au bonheur nous est aujourd'hui interdite afin d'accroître les profits de quelques industriels et financiers qui contrôlent les médias et soudoient les politiques. C'est pourquoi je voudrais vous partager mon sentiment. J'ai pris conscience que dans cet ultime combat pour notre bonheur, la colère était notre meilleur allié. Vous connaissez tous une personne que vous aimez qui a été sacrifiée par le système. Ces sacrifices ne doivent pas rester impunis. Nous devons gagner cette lutte. Et pour gagner cette lutte, vous devez faire appel à votre colère. Et quand je dis colère, je parle de rage, je parle de soif de vengeance. Vous croyez avoir déjà cette rage, mais ce n'est pas le cas, on se fixe toujours des limites morales. Oui, mais c'est fini ce temps-là. L'heure est venue de sévir. Aujourd'hui, il est temps de renverser l'ennemi. En utilisant toutes nos ressources, nous devons frapper de toutes nos forces. Après le retrait du projet de loi El Khomri, nos ennemis seront toujours là, mais ils sont vulnérables. Leurs sbires médiatiques et politiques sont déjà fébriles et divisés. Tout ce qui nous reste à faire est d'aller renverser ces salopards, à nous de les écraser. Il suffit de le vouloir, et pour ça il faut tout donner. La mort politique du dernier plutocrate signera la fin du combat, et quand le dernier bulletin de vote citoyen aura abattu le dernier oppresseur économique, eh bien le conflit social sera terminé. Bientôt il sera temps de redevenir ce que l'on était, d'honnêtes citoyens, des travailleurs, des étudiants, des retraités, des mères et des pères dignes et responsables. Mais ce temps-là n'est pas encore venu. Pour l'instant, tout ce que nous devons être, c'est des conquérants sociaux. Alors je mets chacun d'entre vous au défi de réveiller le combattant qui est en lui. À vos armes, citoyens. Imposons la votation permanente à toute décision. Merci de votre attention.